Rebonjour. Donc, nous allons reprendre notre séance d'information. Bienvenue si vous êtes connecté maintenant première fois. Donc, nous allons procéder avec notre séance 2 et spécifiquement, nous allons parler de processus de clôture, donc quelques changements dans le processus de clôture et spécifiquement les changements dans le contenu de rapport de clôture financière. Donc, nous allons également parler de processus de l'envoi de rapport de clôture financière dans le portail des partenaires, prochaine étape et ressources, et également nous aurions la section de questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à postuler votre question sur notre chat et nous allons les répondre dans la section des questions. OK, donc vue d'ensemble, donc principaux changements concernant la processus de clôture. Donc, deux parties importantes. Tout d'abord, donc la nouveauté est que le processus de clôture financière est désormais considéré comme achevé lorsque le processus de clôture financière ordinaire et du C19RM sont terminés. Donc, pour le cycle de soumission 6, si vous avez aussi également le component de C19RM, vous verrez donc qu'il y a processus de clôture financière ordinaire et du C19RM qui doivent être complétés. Donc, certaines procédures elles étaient simplifiées. Donc, l'étape de validation de services financiers a été supprimée et le processus de clôture et les statuts de la clôture financière sont pris en charge automatiquement. C'est plutôt lié au processus interne de revue de processus de clôture. Le solde des trésoreries à la fin de la période de mise en œuvre est directement relié à la période de mise en œuvre suivante pour les subventions qui se poursuivent. Donc, c'est vraiment une amélioration qui permet d'avoir les données correctement représentées. Et la gestion des statuts de remboursement des recouvrements est automatisée. Donc, ça permet d'avoir l'intégration de données complète. Spécifiquement par rapport à les clôtures, le processus de clôture. Donc, si vous avez votre cycle de soumission 6, qu'il y a seulement le clôture ordinaire, vous n'avez pas de C19RM, vous suivez le processus habituel. Donc, nous allons parler sur le changement dans le processus de clôture financière, mais par rapport à reste, donc reste de exigence et reste de processus de cycle de soumission 6, reste habituel, donc pas de changement. Si vous avez clôture ordinaire avec cycle de soumission, clôture ordinaire de cycle de soumission 6 avec clôture de C19RM, et ça s'applique sur les cas pour les soumissions de C19RM, dont la date limite d'utilisation est antérieure ou égale à la date de fin de la période de mise en œuvre de cycle de soumission 6. Donc, si vous avez ces deux processus ensemble, donc le calendrier de la clôture ordinaire et de clôture au titre du C19RM, c'est chevauchant et les deux processus de clôture sont fusionnés. Donc, c'est important à noter qu'ils doivent répondre à un même ensemble d'exigences en matière d'établissement des rapports de clôture. Et le processus de clôture au titre de C19RM est identique au processus de clôture ordinaire. Par contre, si vous avez votre C19 component de C19RM avec le date de l'utilisation de C19RM, par exemple décembre 2024 au-delà, donc dans ces cas-là, vous verrez que le processus de clôture ordinaire, il va déjà se compléter et en plus, vous aurez également l'ensemble distinct d'exigences de clôture au titre de C19RM. Ils vont être identiques aux exigences de clôture de cycle de soumission 6 et donc le processus de clôture au titre de C19RM va être aussi identique au processus de clôture ordinaire prévu pour le cycle de soumission 6. Donc, sciences d'information et ressources spécifiquement liées aux clôtures au titre de C19RM, ils vont être disponibles à partir mois juillet. Donc, restez connectés et donc nous allons vous guider à partir du mois de juillet sur tous les détails concernant la clôture de C19RM.
Maintenant, j'aimerais bien vous guider spécifiquement sur les changements liés au rapport de clôture financière, FCR ou RCF. Donc, quelques nouveautés à noter que le RCF est entièrement intégré à la communication de l'information des récipiendaires principaux. Ça veut dire que le processus est identique à celle-ci de Pulse Check ou de RADD. Donc, le RCF va être entièrement en ligne. Donc, le récipiendaire principal et l'agent local de Fonds mondial peuvent accéder au formulaire, les remplir et l'envoyer depuis le portail des partenaires. Donc, exactement le même processus que nous avons déjà vu au résultat au rapport sur les résultats actuels. Et le RCF fait l'objet de contrôle de la qualité de données dans le portail des partenaires. Donc, une fois vous complétez votre RCF, donc vous devez également compléter votre contrôle de qualité de données qui vont être présentés pour vous. Et le RCF s'affiche dans l'onglet suivi stratégique de la mise en œuvre, donc c'est plutôt dans la visualisation de système qui permet d'avoir visualisation intégrée sur tous les rapports qui sont présents ou donc à compléter ou ils étaient déjà envoyés. Quelques changements à noter. Donc, le RCF ou FCR s'aligne sur la communication de l'information financière annuelle. Donc, les informations qui sont demandées sont similaires à celles-ci du RADD et RA final. Donc, c'est très similaire. Et ils permettent d'avoir communication améliorée de l'information financière. Donc, le RCF elle va contenir 9 onglets financiers. Donc, nous allons voir tous les détails concernant cet onglet en quelques minutes. Et les informations complémentaires demandées sont utilisées pour la communication de l'information. Donc, c'est important de noter que donc, cette information, y compris les exercices de rapprochement, ils vont être utilisés pour actualiser des prévisions de fonds de comité de l'audit et des finances et l'autre comité. En plus, donc, les contrôles sont renforcés sur les recoupements et ils fournissent une base pour les vérifications et les ajustements dans le cadre de RCF. Donc, c'est tout afin de corriger les erreurs et différences de la période précédente. Donc, ça permet vraiment de compléter des calculs et avoir l'information la plus exacte et la plus correcte. Et ce changement permet d'établir les rapports financiers cohérents et de procéder à rapprochement. Donc, vraiment, ça permet d'optimiser le processus de clôture financière et, comme j'ai déjà dit, avoir l'information la plus précise, la plus exacte concernant tous les détails financiers qui nécessitent à être déposés. Finalement, donc, les procédures elles étaient simplifiées. Donc, l'équipe des pays ne sont plus tenues de générer de RCF et partager avec un récipiendaire principal en utilisant un courrier. Les récipiendaires principaux et l'agent local de Fonds mondial vont accéder à leur RCF ou FCR dans le portail des partenaires. Donc, exactement dans la même façon que le rapport sur les résultats actuels. Et aussi la procédure, donc le review, donc l'examen financier, donc c'est seulement applicable donc pour RCF, donc aucune étape manuelle est requise pour l'équipe de pays dans les systèmes de gestion de subventions, donc tout est automatisé, donc l'équipe financière va avoir accès directement à toutes les données qui étaient envoyées au Fonds mondial. Maintenant, je me permets juste de nous guider vers la période de clôture et plus spécifiquement quand le RCF ou FCR il va être déposé au Fonds mondial. Donc ici, nous pouvons voir que il y a la période de mise en œuvre actuelle qui se termine en partie orange. Peut-être vous avez également eu établissement de la submission en parallèle et donc maintenant, nous sommes en période de clôture de typiquement 6 mois. Donc votre rapport de clôture financière RCF ou FCR vont couvrir ces périodes de 6 mois. Donc, le moment que ces 6 mois sont passés, donc FCR, il doit être déposé au Fonds mondial, c'est typiquement 7 mois et demi après la date de fin de la période de mise en œuvre. Donc, le moment où le rapport a été envoyé, il va être vérifié par ALF et donc l'équipe de finances Fonds mondial va donc procéder avec l'examen de RCF. Donc c'est important de noter que toutes les périodes de clôture financière, il est nécessaire d'être complétées jusqu'à 9 mois après la date de fin de la période de mise en œuvre. Et dans le cas de votre clôture administrative, donc si vous fermez votre subvention complètement, donc clôture administrative va durer jusqu'à 12 mois après la date de la fin de la période de mise en œuvre. Donc si vous avez des questions spécifiquement liées à votre processus de clôture, n'hésitez pas à contacter votre équipe de pays. Maintenant, nous allons procéder avec quelques points importants concernant le contenu du rapport de clôture financière RCF ou FCR.
Donc, ici, nous pouvons voir que donc RCF, elle était modifiée et nous avons 9 onglets de contenu pour récipiendaires principaux à remplir et ainsi la page de couverture. Donc, page de couverture, il est très similaire à la page de couverture que nous avons vue aux page de couverture des rapports des résultats actuels RAOPU. Donc, c'est nécessaire de remplir la section de taux d'échange et le commentaire en cas ce sera nécessaire de fournir l'information supplémentaire. Après, nous avons le rapprochement de la trésorerie. Donc, comme nous avons déjà vu, ventilation verticale de sources de financement pour répartir la position de trésorerie par source de financement va être disponible également ici. Donc, si vous avez votre financement au titre de C19RM, vous verrez que vous avez cette section disponible. Donc, section 2, donc recette de la période de mise en œuvre. Donc, cette section, elle est très similaire à celle-ci que nous avons déjà vue précédemment. Et donc, nous partons vers la deuxième partie donc, de la section sur la recette. C'est le plus détaillé. Et également, il montre les remboursements pertinents au récipiendaire principal. Donc, section 3 contient le sortie de fonds de la période de mise en œuvre. Et section 4 permettent de fournir ajustement de rapprochement. Donc, vous verrez également la ventilation verticale est présente. Si c'est applicable dans votre soumission, vous verrez cette section présentée automatiquement. Section 5. Donc, ici, il y a quelques points importants à noter. Donc, le rapprochement de la trésorerie reste en grande partie identique à celui-ci qui était introduit dans le PALS check et de RA, donc OPU. Par contre, donc spécifiquement pour le RCF, donc 4 lignes supplémentaires 5.2 à 5.5 ont été ajoutées pour déterminer l'utilisation de solde de clôture. Donc ici, nous pouvons voir que la ligne 5.2 concerne les avances à la fin de la période de clôture. Elle est directement reliée à l'onglet avance ouverte. Donc nous allons voir l'onglet avance ouverte tout de suite. Ligne 5.3 correspond au total des lignes 5.1 et 5.2 et poste 5.4 est la seule cellule qui doit être remplie par le récipiendaire principal. Donc vous verrez, il est en couleur blanc, donc celle-ci va être disponible pour vous à remplir. Et donc vous devez saisir le montant de fonds qu'il a l'intention de rembourser au Fonds mondial à la fin de la période de clôture. Et bien sûr, vous pouvez fournir les commentaires justificatifs. Finalement, la ligne 5.5 représente le solde du solde de trésorerie de clôture totale 5.3 moins le remboursement de partie de 5.4 et détermine le solde de trésorerie final à rapprocher de la période de mise en œuvre suivante. Donc, c'est vraiment tout est automatisé et vous pouvez visualiser les soldes finales. Donc, section B. Donc, ici, nous avons donc section avec nouveau article, donc écarte entre les soldes de relevé bancaire et des soldes de trésorerie de récipiendaire principal, écart entre les soldes des états de rapprochement bancaire et les soldes de trésorerie de récipiendaire principal. Donc s'il y a un écart, un commentaire sera obligatoire. Et donc ici, vous avez quelques conseils spécifiquement liés aux lignes 9.1, 9.2 et 9.4. Donc comme j'ai déjà indiqué, donc les diapos vont être présentés et partagés avec vous et vous pouvez vous renseigner sur ces conseils pratiques concernant cette ligne-là. Donc, je vais m'avancer vers avance ouverte. Et dans ces cas-là, donc également, nous avons ventilation de sources de financement pour répartir les avances ouvertes par source de financement, en cas ce sera applicable. Et important de noter que cette section, il reste identique à celle-ci déjà incluse dans le RADD de cycle de subvention 6. À l'exception d'une nouvelle ligne, qui est ligne 6.9, gain perte de change net lié à la conversion de solde. Donc, elle a été ajoutée dans l'avance ouverte afin que les sous-récipiendaires puissent relever clairement les effets d'échange séparément des autres ajustements des avances ouvertes. Donc, c'est vraiment afin d'avoir cette triangulation plus précisément. Maintenant, nous allons partir sur rapprochement de la trésorerie des sous-récipiendaires. Donc, également ici, nous avons ventilation de sources de financement et rapprochement de la trésorerie de sous-récipiendaires reste en grande partie identique. Donc, on a juste ajout de gains de perte qui c'est colonne 11 d'échange net lié à la conversion de soldes dans le rapprochement de la trésorerie de sous-récipiendaires. Donc, c'est important de noter que cet élément, il était ajouté.
J'avance vers engagement et obligation. Donc, comme nous avons déjà vu, ventilation de source reste présente ici également. Et les engagements et obligations indiqués dans le RCF ou FCR seront pré-remplis en fonction des informations déjà saisies dans les listes d'engagements et obligations. Donc, cette information est automatiquement liée et vous devez fournir seulement les champs qui sont prévus à cet effet et fournir les commentaires, bien sûr. Liste des engagements et obligations. Largement, il n'y a pas de changement dans le contenu. Donc, vous avez quelques points importants concernant les informations saisies dans la liste d'engagements et obligations. Et donc, cette pointe, elles sont liées à la section indiquée ici. Donc, les engagements financiers récipiendaires principal et entité de mise en œuvre rempliront la ligne 7.1a ou les engagements financiers de sous-récipiendaires et entités de mise en œuvre rempliront la ligne 7.1b. Donc, tous les détails, ils vont être fournis pour vous. Donc, vous pouvez vous renseigner plus tard sur ces composants-là. Maintenant, donc nous allons parler sur rapport sur les dépenses. Donc, également, ventilation est présente. Et les ventilations tridimensionnelles restent la même. Donc, vous avez la section de groupe de coûts, entrée de coûts, module intervention et entité de mise en œuvre. Donc, cette section regroupement reste la même. Les cadres d'évaluation de coûts sont renseignés sur la base de budget de la période de mise en œuvre complète. C'est important à noter, et de sorte que les récipiendaires principaux puissent rendre compte des dépenses qui ont été avancées par rapport au budget. Donc, par ailleurs, il est possible d'inclure des cadres d'évaluation de coûts qui ne font pas partie du budget initial. Donc, c'est important de noter tous les éléments. Donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les postuler sur notre chat. Et deux peut-être points supplémentaires importantes. Donc, récipiendaire principal doit uniquement saisir les dépenses pour la période en cours par élément de cours. Les dépenses cumulées sont calculées automatiquement sur la base des montants déclarés précédemment à partir de RADD précédent. Et récipiendaire principal doit fournir une explication pour les écarts avec les différences de plus-minus 15%. C'est important à noter. Recoupement, donc contrôle. Donc, l'information venant de l'onglet de RCF va être visualisée dans ces onglets automatiquement et le récipiendaire principal doit seulement compléter la section avec le commentaire. Donc, tout est déjà automatisé. Vous verrez ici quelques points importants et l'information supplémentaire que vous pouvez vous renseigner après la séance d'information. Donc, je me permets juste de nous avancer vers les diapos prochains. Donc ici, le contrôle des dépenses et une vérification arithmétique du cumul des dépenses et l'addition des dépenses distinctes de la période et les compare aux dépenses déclarées pour cette période afin de vérifier la présence d'erreurs, donc qui devront être corrigées. Donc cette section, elle est automatiquement calculée. Vous devez donc voir les résultats par rapport à toutes les informations que vous avez déjà fournies et également fournir les commentaires ou justifications quand ce sera nécessaire. Et donc, section 13, donc les répartitions de solde de trésorerie par source de financement contient généralement des cellules automatisées, donc tout va être précalculé, à l'exception de cellules 13.3.5 et ajustement du solde de trésorerie de C19RM qui est utilisé pour les exemples qui ont été mentionnés précédemment. Donc, c'est important à noter. Et rapport fiscal. Donc, il y a quelques points à noter. Tout d'abord, donc, le rapport fiscal est intégré maintenant dans le RCF. Donc, ça fait partie du rapport. Donc, il n'y a aucun autre rapport fiscal que vous devez déposer. Donc, il est tout intégré. Et les informations générales restent identiques à celle-ci de RADD, mais la structure a été modifiée pour une meilleure compréhension. Donc, les informations doivent toujours être fournies par les récipiendaires principaux et les sous-récipiendaires dans les devises de la subvention et les totaux seront calculés automatiquement. Donc, nous pouvons voir l'exemple ici. Et remarque importante que les taxes non recouvrées sont considérées comme non conformes. Donc, cependant, elles ne doivent pas être reproduites dans la section dépenses non conformes. Et sur la section dépenses non conformes, ici également, nous avons une ventilation des sources de financement pour répartir dépenses conformes par source. Et par rapport au modèle de RADD, donc de cycle de soumission 6, la section 10 sur les dépenses non conformes a été simplifiée.
Et avec ça, donc, les récipiendaires principaux sont uniquement tenus d'indiquer les dépenses non conformes pour les périodes actuelles couvertes par les rapports et les commenter si sera nécessaire. Et donc, encore une fois, les taxes non recouvrées sont considérées comme non conformes. Donc, cependant, elles ne doivent pas être reproduites dans cette section, mais plutôt dans la section rapport fiscal. Maintenant, je vais nous avancer vers un rapport de clôture financière, spécifiquement le processus dans le portail des partenaires. Donc, et comme nous allons voir, elle est très similaire à celle-ci que nous avons déjà vue pour le PU ou rapport sur les résultats actuels. Donc, le moment que le formulaire est prêt à vous à être accédé au portail de partenaires, vous recevrez une notification automatique et vous pouvez accéder à votre rapport donc RCF en ligne dans le portail de partenaires. Donc, vous pouvez les remplir et déposer le formulaire en ligne et vous aurez 45 jours après la fin de période de clôture. Et après le moment que vous l'avez envoyé sur votre portail de partenaire, donc l'examen à l'ALF va se commencer. Donc l'ALF va accéder exactement dans la même façon dans le portail des partenaires. Donc il y aura toutes les sections que vous avez déposées. Et l'ALF va remplir le formulaire et aussi envoyer au Fonds mondial. Et donc, il aura 20 jours pour compléter ce processus. Le moment que cette étape était complétée, le Fonds mondial va examiner l'information et communiquer les résultats. Donc, le processus sera terminé. Spécifiquement, nous allons revenir vers visualisation de portail des partenaires. Et donc, sur la page d'accueil. Donc, si vous êtes juste connecté pour séance 2 d'information, donc je vais vous guider brièvement comment vous pouvez accéder à votre RCF en ligne. Donc, si vous continuez depuis séance 1, veuillez m'excuser pour répétition. Mais le processus va être exactement le même. Donc, les récipiendaires principaux ils peuvent accéder à le rapport pour période en clôture en cliquant toutes les applications ou cliquer sur le case contenant une subvention faisant l'objet d'un rapport. Donc, le moment qui s'est accédé, vous pouvez ajouter également votre application de communication d'information par le RP à vos favoris. Vous pouvez le visualiser dans votre application, dans l'onglet mes applications. Une fois que vous avez cliqué sur votre rapport, donc vous pouvez voir la page d'accueil. Donc, vous avez l'onglet que nous avons déjà vu. Donc, c'est l'onglet qui permet d'accéder à votre formulaire en ligne et l'envoyer. Et donc, vous pouvez également télécharger votre fichier Excel de support en cliquant de télécharger. Vous verrez votre Excel, il est disponible pour vous. Et vous avez également votre onglet aide avec lequel vous pouvez démarrer le processus de support. Donc, si vous avez le soutien technique qui est nécessaire pour vous, vous avez une question, vous ne pouvez pas procéder avec portail de partenaires. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction-là et cliquez sur l'envoi de courrier au Fonds mondial. Donc, l'équipe technique elle va vous aider. Spécifiquement sur formulaire en ligne, donc c'est le processus qu'il va être nécessaire aussi pour un récipiendaire principal à compléter en ligne. Donc RCF, le FCR, il doit être complété en ligne. Et donc nous avons, je pense, attendez, je vais juste voir exactement. Nous avons donc récapitulatif de 3 façons que le récipiendaire principal peut utiliser, donc saisir les données. Tout d'abord, donc c'est saisie directe, donc directement dans votre formulaire en ligne. Après, vous avez le saisie de données en utilisant le fichier Excel de support et joindre l'importer les données dans le formulaire en ligne et copier-coller des données depuis le fichier Excel de travail. Dans ces cas-là, vous aurez 4 onglets financiers de rapport de clôture de financière que vous pouvez utiliser cette fonction pour. Donc, c'est rapport sur les dépenses, rapprochement de la trésorerie, engagement et obligations et rapprochement de la trésorerie de sous-récipiendaire. Donc, c'est important de noter que seulement les 4 onglets qui vont supporter cette fonction. Donc, saisie directe, nous avons déjà parlé. Donc, le récipiendaire principal, il peut accéder directement, saisir et fournir les données qui sont nécessaires et saisir également les commentaires dans les champs qui sont prévus à cet effet.
Ou par rapport donc, à l'Excel de support, comme nous avons déjà vu, donc, cette option elle va permettre de télécharger le fichier Excel de support qui est déjà pré-rempli avec votre information spécifique liée à votre soumission, avec votre période de rapport. Donc, vous saisissez vos données dans le fichier Excel et après, vous joignez le fichier Excel qui va permettre d'importer toute l'information qui était présente dans ce fichier directement au portail des partenaires. Donc, important à noter, donc vous devez absolument contrôler que toute l'information que vous avez eue dans votre Excel, elle se représente correctement dans votre formulaire en ligne et vous également complétez les contrôles de qualité de données en ligne avant que vous complétez votre formulaire et vous envoyez un fonds mondial. Donc, c'est étape intégrale de processus. Et finalement, donc, pour les 4 onglets que nous avons déjà parlé, vous avez les fonctions copier-coller qui est disponible, que vous pouvez vraiment reprendre votre fichier Excel de travail. Vous pouvez copier les données ou colonnes ou lignes ou feuilles de calcul et les coller directement. Et également, dans ces cas-là, vous devez, après ce processus, vérifier que toutes les données sont correctement présentes et vous pouvez procéder avec contrôle des qualités de données. Donc, ce processus, encore une fois, avec visualisation. Donc, et ici, vous avez exemple pour une fichier d'Excel que vous pouvez coller et copier-coller. Et donc, vous pouvez choisir dans chaque colonne quelle colonne que vous voulez coller et procéder avec cette étape-là et compléter le transfert des données. OK, donc je mets juste nous, je vais juste nous revenir vers l'information concernant le contrôle de qualité. Donc, nous avons 2 types de contrôle sur le portail des partenaires. Donc, c'est le type de message d'erreur qu'il va avertir l'utilisateur que les données ne sont pas conformes à une règle de validation. Et le récipiendaire principal ne peut pas déposer le formulaire. Donc, le moment que vous avez un message d'erreur, triangle rouge, vous serez bloqué. Donc, vous devez absolument regarder qu'est-ce qui s'est passé, donc résoudre cette message erreur, fournir donc la correction et regarder où était l'erreur présente afin que vous pouvez la résoudre et procéder avec votre envoi. Message d'avertissement, par contre, il va vous aviser qu'il faut vérifier si les données étaient saisies correctement ou avertir peut-être qu'il nécessite donc l'ajustement ou justification ou il y a peut-être les erreurs qu'il faut le corriger. Donc, si vous donc ne fournissez pas le commentaire, vous également vous verrez qu'elle va vous dire donc il y a champ qui requiert votre attention, il y a justification qu'il est nécessaire et il va vous fournir directement le champ pour fournir votre justification. Vous pouvez procéder avec votre envoi au Fonds mondial avec les messages d'avertissement, mais messages d'erreur, ils vont vous bloquer. Remarque importante, donc c'est donc la remarque concernant qualité de données. Donc, si le résultat est nul, donc saisissez uniquement 0. Et si vous n'avez pas aucun résultat à communiquer, donc la cellule doit être restée vide et vous devez fournir juste une justification. Donc, vous seulement saisissez 0 quand le résultat est nul. C'est très important de souvenir. Donc, liste complète de toutes les erreurs et des avertissements, ils vont être partagés avec vous et également les diapos que vous verrez aujourd'hui, nous allons partager avec vous après la séance. Donc, c'est quelques exemples de messages d'erreur et quelques exemples de messages d'avertissement. Donc, je vais nous juste guider vers le processus de contrôle de qualité dans un portail des partenaires. Donc, spécifiquement, le moment que vous avez complété votre formulaire, vous pouvez naviguer sur le champ erreur et avertissement et cliquer sur le bouton contrôler la qualité de données. Donc, en ce moment-là, vous pouvez voir toutes les erreurs, tous les messages d'avertissement qui sont disponibles et vous pouvez voir dans quel champ, quel poste il est applicable. Donc, vous verrez toute l'information dessous et vous pouvez le résoudre. Donc, le moment que vous avez donc tout complété, toutes les formulaires étaient complétés, vous avez bien vérifié le contrôle de qualité de données était complété, vous n'avez aucun message d'erreur, vous avez bien justifié votre message d'avertissement, vous pouvez procéder à envoi. Donc,
si jamais, il est important de noter que vous avez des documents obligatoires à fournir. Donc, pour chaque type de rapport, vous avez les listes, donc il va vous indiquer quels documents vous devez fournir. Spécifiquement ici, donc c'est nécessaire de fournir état des rapprochements bancaires ou relevé bancaire aux documents équivalents. Et donc, le moment que vous avez fourni ce document, vous pouvez envoyer le formulaire au Fonds mondial. Donc, le bouton bleu, il va permettre de compléter cette étape-là. Si jamais vous voyez qu'il y a un message peut-être qu'il n'était pas encore résolu, il y a le message d'avertissement qu'il s'affiche, vous n'avez pas encore vu, sous la section financière, vous pouvez l'élargir et vous pouvez facilement voir donc dans quel statut vous êtes sur chaque onglet. Donc ici, vous pouvez voir donc il y a la coche verte qui indique qu'il n'y a pas d'erreur d'avertissement. Donc cet onglet il était bien vérifié. Mais peut-être si on prend l'exemple d'avance ouverte, donc ici le contrôle de qualité de données, il n'était pas encore effectué et c'est nécessaire de les compléter. Si vous avez déjà lancé votre contrôle de qualité, il y a le message d'erreur qu'il existe, un message d'avertissement qui n'était pas résolu. Vous verrez dans votre sommaire qu'il y a au triangle jaune ou rouge qu'il va vous indiquer quelles sont les informations qui sont manquantes et vous devez les résoudre ou compléter. Maintenant, juste pour nous souvenir donc sur le processus d'RCF, comme nous avons déjà regardé, donc le moment que le rapport était partagé avec vous, vous recevrez une notification automatique. Vous verrez que cette notification, elle contient le lien pour vous accéder au portail de partenaires et vous pouvez remplir et envoyer votre formulaire directement en ligne et également utiliser bien sûr les façons de support que nous avons déjà parlé pour remplir votre formulaire. Donc vous aurez compléter votre formulaire et à un moment que c'est complété, donc le formulaire va être envoyé à agents locaux de Fonds mondial, ALF ou LFA, pour faire l'examen. Donc pour le moment que l'examen a été complété, à la base, l'ALF auront 20 jours pour compléter le formulaire. Le Fonds mondial recevra la communication et il va procéder avec l'examination de l'information. Donc, cette diapo, il nous permet de voir donc, quel type de notifications elles sont disponibles. Donc, comme j'ai déjà dit, donc le moment où le RCF est disponible, la notification va être lancée au récipiendaire principal. Le moment que le récipiendaire principal il va envoyer le RCF, donc la notification au Fonds mondial et ICN également, au CCM, ils vont également se lancer pour informer qu'il était complété le processus. Et donc, important à noter que les rappels, donc une notification automatique des rappels vont lancer également pour vous indiquer que donc peut-être vous n'avez pas encore accédé à votre rapport ou vous n'avez pas encore envoyé ou complété et envoyé au Fonds mondial. Et donc, le moment que tout le processus a été complété, le RCF a été examiné, vous recevrez une notification qui va vous indiquer que le processus est clôturé. Vous pouvez voir tous les détails dans le système. Prochaine étape est ressources. Donc, comme nous avons déjà vu aujourd'hui, donc c'est les sciences d'information spécifiquement liées aux périodes donc de mise en œuvre qui se clôture en décembre 23 pour les périodes de ACF. Donc, à fin du mois de juillet, nous aurons les séances d'information pour l'ALF, donc spécifiquement aussi liées aux résultats, au rapport sur les résultats actuels RA, OPU et RCF aussi. Et en mois de novembre, nous aurons la séance d'information, donc avec date à déterminer, spécifiquement séance d'information pour le RADD ou UEDR. Donc, cette information va vous guider par rapport à ce type de rapport. Ressources. Donc, directives sur le système, ils vont être publiées. Donc, c'est une instruction manuelle de la communication d'information. Il va être publié sur notre site Internet, ainsi que matériel supplémentaire comme infographie et vidéo de démonstration que vous pouvez accéder également directement sur notre page Internet. Maintenant, nous allons procéder avec vos questions. Donc, j'espère que nous avons bien reçu vos questions et l'équipe les repris.
Super. Donc, merci beaucoup, Frida. Donc, nous sommes le 4 juillet. Avez-vous une idée précise concernant les délais où le canevas sera mis en ligne? Ceci, il faut gérer la période de vacances de différents collègues. Très bonne question. Donc, la réponse sera oui. Donc, vous recevrez la notification automatique. Moi, personnellement, je n'aurai pas la date exacte précisément communiquée pour vous parce que je ne serai pas en mesure de faire ça personnellement. Par contre, donc, comme j'ai déjà dit, vous aurez visualisation directe, donc notification et visualisation directe dans le portail de partenaires le moment que le rapport est disponible pour vous. Donc, question numéro 2, doit-on parler d'obligation à la fin de la subvention? Peut-être, Fadil, c'est la question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous guider aussi par rapport à cette question? Merci. Oui, bien sûr. Donc, une obligation est essentiellement un contrat qui était dû à être exécuté avant la fin de la subvention. Mais si on arrive à la fin de la subvention et cette obligation existe toujours, à ce moment-là, elle sera transférée comme une activité à exécuter sous le GC7. Maintenant, ce qui est transféré, c'est uniquement l'activité et pas le budget. Donc, ça sera sans budget additionnel. Donc, il faudra trouver des économies sur le GC7 pour financer ces activités. Donc, de toute façon, votre équipe pays, une fois que le rapport de clôture sera terminé, vous orientera sur le traitement de ces obligations du GC6 qui seront transférées sur le GC7. Merci. Merci beaucoup, Fadil. Donc, notre prochaine question, à quel moment doit-on recevoir le retour de FM sur le rapport de clôture qui confirme la fin définitive de la subvention? A-t-il une communication officielle que le FM doit envoyer au récipiendaire principal pour la clôture? Absolument, oui. Donc, vous verrez qu'à la fin du processus, donc vous recevrez une lettre de performance ou notification pour donc vous communiquer les dépenses et les soldes de trésorerie valides et donc toutes les informations supplémentaires liées au ça. Donc, question 4. Comment est-ce que les obligations seront traitées au-delà de 30 juin 24? Peut-être, Fadil, je vais vous également demander de... Oui, c'est la même réponse que pour la question 2. Donc, ça sera déterminé par l'équipe pays, mais bien sûr, toutes ces obligations non liquidées à la fin de la période de clôture basculeront sur le GC7. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Merci. Super, merci beaucoup. Et donc, ici, nous avons les questions dans le cas de compte bancaire, surtout même compte bancaire pour le budget régulier et budget C19RM, lorsque les fonds C19RM sont utilisés pour payer des activités de budget régulier. Est-ce qu'il est possible pour les FM de décasser pour le GC6 budget régulier en période de clôture pour gérer de telles situations? Je comprends que oui, selon les besoins spécifiques. Fadil, peut-être vous aurez plus de... Oui, bien sûr. Donc, c'est une très bonne question et c'est pour ça que vous allez voir que dans la section 5 du rapport de clôture, il a été fait provision pour ce genre de situation. Donc, il est vrai que quand la situation de trésorerie est disponible dans le pays, donc certains bénéficiaires principaux ont eu à faire des dépenses, allons dire C19RM, mais que essentiellement les fonds sont des fonds réguliers ou vice-versa. Hein. Donc, c'est pour ça que dans le rapport de clôture, vous allez voir la section 5, donc une transposition des sources de financement pour vraiment établir à la fin de la période quelle est la trésorerie attribuable à la partie des fonds réguliers et quelle est la partie de trésorerie qui est attribuable au C19RM. Et là, à ce moment-là, une fois que cette situation est établie, donc le Fonds mondial pourra déterminer est-ce qu'il y a besoin de faire des décaissements, allons dire, de type compensatoire pour valider l'utilisation de la trésorerie, sachant que le C19RM et les fonds réguliers obéissent à des règles différentes au niveau de nos bailleurs de fonds. Donc, il est important de vraiment établir à la fin de la subvention quelle est la partie qui est de la trésorerie qui est attribuable à chacune des sources de financement. Parce que pour la partie C19RM, qui va continuer après l'établissement du rapport de clôture, ce seront uniquement les fonds dits C19RM qui seront disponibles au niveau du PIA et la partie des fonds réguliers, sous réserve que le bénéficiaire principal continue sous le GC7, vont constituer une trésorerie d'ouverture, allons dire,
pour le GC7. Donc, vous allez voir, et quand vous allez parcourir aussi la section 5 du PUDA, qu'il y a aussi un ajustement très important au niveau des avances ouvertes. Donc, quand on arrive à la fin d'une subvention et qu'il y a des avances ouvertes, ces avances ouvertes ne peuvent pas rester comme ça. Donc, soit on les considère comme des dépenses, soit ils sont considérés comme la trésorerie. Et si vous allez voir à la section 5.2, c'est là que on fait la transposition des avances ouvertes par rapport aux sources de financement pour établir vraiment quelle est la situation nette de la trésorerie disponible sous chaque source de financement. Maintenant, vous allez aussi voir qu'il y aura certains ajustements qui seront faits, notamment pour des situations où vous avez des dépenses du C19RM type 2020. Donc, tous les dépenses et les situations de trésorerie qui ont eu lieu avant le 30 juin 2021. Donc, au cas où il y a des surdécaissements et où il y a eu utilisation des fonds C19RM pour des activités régulières, etc. Donc, il y aura une régularisation qui sera faite au niveau du rapport de clôture. Et bien sûr, votre équipe pays vous orientera concernant l'utilisation et concernant comment traiter ces différents cas de figure. Merci. Donc, Merci peut-être beaucoup, sur la Fred. question Ouais. 6 aussi. Donc, est-ce que le formulaire FCA en ligne donne la possibilité de capter les engagements hors comptabilité, c'est-à-dire des engagements non rapportés dans le PUDA au 31 décembre 2023? Donc, maintenant, je vais juste faire une parenthèse, hein. Donc, quand il s'agit des engagements, donc, on peut avoir plusieurs cas de figure. Notamment, il vous faut vous rappeler que la période de clôture est la période à laquelle les engagements qui ont été constatés à la fin de la subvention sont supposés être liquidés. Donc, je parlais de trois cas de figure. Donc, il y a le premier cas de figure où, par exemple, allons dire que vous aviez des engagements de 10 000 euros, par exemple, mais que ces engagements, quand vous les liquidez pour, allons dire, 12 000 euros. Donc, comme il y a 10 000 euros qui sont déjà comptabilisés en dépenses à la faveur des engagements qui ont été constatés, donc ce qu'il convient de faire dans la période de clôture, c'est de reconnaître des dépenses additionnelles de 2 000 euros, qui est la différence entre le montant qui a été liquidé et le montant qui avait été reconnu précédemment dans les dépenses. Maintenant, en contrepartie, si ces mêmes 10 000 euros sont liquidés pour un total de 9 000 euros, il faudra faire un ajustement à la baisse des dépenses en ce qui concerne les 1 000 euros, allons dire, de moins qui ont été liquidés par rapport à ces engagements. Maintenant, la question, elle est intéressante parce que ça répond au troisième cas de figure où il y a des engagements qui ont été peut-être pas comptabilisés au moment de l'établissement du PUDA au 31 décembre 2023. Donc, dans ce cas de figure, ces engagements doivent porter directement au niveau des dépenses de la période, comme ils ne sont ni inclus dans les dépenses, ni dans la liste des engagements de la période. Donc, au lieu d'ajuster les engagements pour reconnaître des dépenses, des lignes additionnelles, il suffit de les passer comme les dépenses de la période, sachant que les produits et les services qui sont relatifs à ces engagements hors comptable ont été bel et bien reçus à la fin de la période de la subvention au 31 décembre 2023. Merci. Peut-être sur la prochaine question. Donc, si les rapports de clôture du cycle NFM2 n'ont pas encore été envoyés ou soumis au Fonds mondial, donc ces rapports vont aussi suivre le même cas de figure et le même format que le rapport qui est prévu maintenant. Euh, mais je ne pense pas qu'il y a encore beaucoup de ce type de rapport du cycle GC5 qui n'ont pas encore été clôturés. Maintenant, la question 8, quand est-ce que le reliquat GC6
seront remboursés au Fonds mondial. Donc, encore une fois, les remboursements, c'est dans le cas de figure où il n'y a, le bénéficiaire principal ne continue pas l'implémentation sous le GC7 et que ce bénéficiaire principal clôture les opérations Fonds mondial. Donc maintenant, une fois que le rapport de clôture est établi, il y aura une lettre de performance qui va accompagner la validation de ce rapport de clôture et le remboursement au Fonds mondial est dû au moment où cette lettre de performance est reçue. Maintenant, je parlais du cas de figure où il y a un bénéficiaire principal qui continue sous le GC7. Donc, ce bénéficiaire principal, le solde de trésorerie qui va rester à la fin du GC6 sera considéré comme un solde de trésorerie d'ouverture pour le GC7. Et à ce moment-là, vous aurez aussi une lettre d'implémentation que le Fonds mondial va vous envoyer pour ajuster le montant maximum qui serait décaissable sous la subvention du GC7. Maintenant, je sais qu'il y a aussi certaines organisations internationales notamment où, malgré le fait que ces bénéficiaires principaux continuent l'implémentation sous le GC7, leurs règles internes leur demandent de rembourser systématiquement les soldes de trésorerie à la fin de chaque subvention. Donc, même dans ce cas de figure, à ce moment-là, il faudra rembourser ces fonds une fois que la lettre de performance sera reçue du Fonds mondial. Et c'est pour ça que vous allez aussi voir sous la section 5, on a prévu à la ligne 5.3, 5.4, pardon, quels sont les fonds que le bénéficiaire principal compte retourner au Fonds mondial. Et à ce moment-là, ça déterminera le solde final qui restera à la fin de la subvention. Maintenant, dans le cas de figure du C19RM, si le C19RM s'arrête aussi en même temps que la subvention dite régulière au 31 décembre 2023, malgré le fait que le PIA continue l'implémentation sous le GC7, la partie C19RM, la partie des fonds relatifs au C19RM, devront systématiquement être remboursés au Fonds mondial et ça aussi, ça sera remboursé au moment où la lettre de performance sera établie. À la prochaine question. Euh, oui, donc maintenant, la prochaine question est intéressante. Donc, si vous aviez, par exemple, une subvention dite régulière qui s'est terminée au 31 décembre 2023, et par contre, la partie C19RM continue dans l'exemple qui a été donné au 31 décembre 2025, donc au 30 juin 2024, vous allez recevoir un rapport de clôture. Maintenant, on sait aussi que durant cette période, il y a le PIU C19RM qui est dû. Donc, pour la partie financière, les deux rapports réguliers et C19RM seront inclus dans le même rapport de clôture. Il y aura un seul rapport, mais vous avez déjà vu qu'il y aura différentes colonnes et peut-être des onglets qui vont se répéter, notamment les onglets au niveau des sous-bénéficiaires, des avances ouvertes, des engagements, etc., qui seront répliqués en fonction des sources de financement. Donc, peut-être ce qui est à retenir, c'est qu'il y aura un seul rapport, mais dans ce même rapport, il y aura des sections spécifiques C19RM et des sections spécifiques pour les fonds dits réguliers. La prochaine question, est-ce qu'il est possible de faire une demande au Fonds mondial pour l'utilisation des reliquats pour l'acquisition de biens, notamment si le bénéficiaire principal ou le sous-bénéficiaire est bénéficiaire du GC7? Non, parce que la période d'utilisation de ces fonds est déjà terminée. Donc maintenant, même si ces fonds sont là, même s'il y a des reliquats, il vous faut savoir que ces reliquats seront transférés au GC7, pas comme des fonds additionnels, mais comme une réduction du montant maximum décaissable sous le GC7. Allons dire que vous avez signé une subvention avec le Fonds mondial GC7 à hauteur de 20 millions d'euros et qu'à la fin du GC6, il reste 1 million d'euros qui seront répercutés sur le GC7. Cela ne veut pas dire que votre budget GC7 va passer à 21 millions d'euros. Votre budget va rester à 20 millions d'euros,
mais vous allez avoir une trésorerie d'ouverture de 1 million et le montant maximum que le Fonds mondial va décaisser sous le GC7 sera de 19 millions d'euros, de sorte à ce que les deux prises ensemble, donc le solde de trésorerie d'ouverture de 1 million plus le montant maximum décaissable de 19 millions, vous donne le budget à exécuter de 20 millions d'euros pour la période. Alena, je vous passe pour les questions 11. Oui, merci beaucoup Fadil. Donc, question 11. Serait-il possible, vu le délai imparti pour la clôture, de partager, si possible, le net mémoire de remplissage de RCF ou STR? Donc oui, vous pouvez consulter la maquette qui est déjà disponible sur la page de Fonds mondial. Donc, par contre, vous pouvez y accéder et donc manuel de présentation des rapports de récipiendaire principal qui sera bientôt communiqué pour vous guider concernant le processus et le contenu et les étapes dans le système. Donc, le maquette, par contre, vous ne pouvez pas utiliser pour les déposer au Fonds mondial. Donc, vous devez attendre que votre rapport d'FCR va être disponible pour vous à remplir au portail des partenaires directement. Et donc, notre dernière question, disant que nous sommes déjà au temps. Donc, en cas de retard de remplissage de formulaire pour le récipiendaire principal, pour diverses raisons, est-ce qu'il y a un délai à partir duquel l'accès au formulaire en ligne sera refusé? Non. Donc, vous recevrez le rappel, plusieurs notifications qui vont vous dire que vous n'avez pas encore envoyé le formulaire. Donc, cette notification va être assez régulièrement lancée. Donc, vous les recevrez et comme ça, vous n'oubliez pas qu'il faut encore compléter votre formulaire. Donc, avec cette dernière question, donc, je pense que nous allons clôturer notre séance d'information. Je voulais remercier tous nos participants et bien sûr notre équipe technique et notre équipe qui a supporté cette séance d'information. Et Fadil, grand merci à vous de toute votre expertise. C'était le plaisir de vous accueillir et à la prochaine fois. Donc, comme je vous avais déjà dit, donc l'information, le matériel que nous avons partagé avec vous sera également présenté sur notre page site internet. Donc, merci, bonne continuation, bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup.